The emperor stopped the war because of the atomic bomb. C'est même qui dit ça. Monsieur, ça la joie. 50 années plus tard, à 74 ans, je garde un souvenir éternel de la camaraderie que j'ai vécue dans les forces armées. Nous avons perdu 50 millions de personnes. 20 millions en Russie seulement. Et là, dans ces pays-là, ils sont pas prêts à recommencer. Sans le vouloir, on était précipités devant ces événements de toutes sortes. Et puis on en est revenu certainement plus riche. Si le pays déclarait une juste guerre, nous calculions que c'était notre devoir d'y participer. Maintenant, il y a des plus de bonheur. Pour nos troupes, l'occupation de Dieppe leur fut un pèlerinage vengeur. Elles se retrouvaient sur la scène du raid malheureux de 1942, où 2800 Canadiens avaient été tués ou capturés. Quand les soldats marchent en cadence, leurs cœurs battent à l'unisson. S'ils marchent en l'honneur de leurs compagnons disparus, c'est comme si l'accord des mouvements battait le fer dans la plaie. Le soir à la brûlante, c'est tout tranquille, il n'y a plus de canon. Tout le monde doit être parti pour le souper. Hein? Alors, il en profite. Un brigadier vient me voir. « Hey, Perrault, il dit, un Allemand qui est mort dans le bord de l'escalier, là. » Prends-le, puis il va nous à côté, on l'enterrera demain. « Oh non, il dit, moi, je ne touche pas à ça. »« OK, tu touches pas à ça, t'es un brigadier, ça paraît. Tu vas rester brigadier longtemps. » Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis parti, puis je l'ai bougé. En bougeant, il a crié. Alors, tu sais, des morts qui crient, moi, j'ai jamais cru à ça. Alors, il crie, il est vivant. Je l'ai pris, il est rentré en dedans, je l'ai mis sur un brancard, puis là, il avait l'air d'un mort, c'est vrai. Je lui ai donné au moins 3 à 4 transfusions de plasma. Là, mon bonhomme, il est venu un bon coup, qui s'est ouvert les yeux. Avec tout l'allemand que je savais, j'en savais un peu. Hein? Là, j'ai demandé s'il était catholique. Il m'a dit oui. Puis il l'a répété souvent. Comme il y avait... C'était un drôle d'uniforme. C'était un uniforme SS, puis c'était pas l'uniforme de l'armée allemande. Je sais pas de quoi il était. En tout cas, là, j'ai appelé Forrest Kenny, qui était avec nous autres, et le Black Watch. J'ai appelé Forrest Kenny, je disais, hey, c'est un catholique. Donner de l'extrême-onction. Là, le prisonnier prenait le crucifix à 2 mains, puis il l'embrassait, puis il était content. Le Forrest Kenny lui a donné l'absolution, tout ça. Là, le prisonnier a souri, puis il avait de l'air bien content, puis il est mort sur la petite table d'opération qu'on s'était faite. Les Canadiens foulaient maintenant les champs de bataille où leur père s'était illustré 30 ans auparavant. À Vimy, Harry Crerar était capitaine. Général, il y revenait. Le problème essentiel pour les Alliés à ce moment était celui du ravitaillement. Il fallait des ports. Le port d'Anvers était aux mains des Alliés, mais les navires n'y aborderaient pas de sitôt. Entre le port et la mer, sur une distance de 50 000, 6 divisions allemandes avaient reçu l'ordre de se faire tuer sur place si besoin était. À Anvers, les Allemands avaient juré d'aplanir le port de mer. C'était un grand port très important. Ils avaient juré qu'en janvier, il n'y aurait plus ce port de mer. Alors, nous étions là, nous autres, à l'été, au mois d'août 1944, et on était la cible encore, là, tous les soirs, de 11h à 1h du matin. C'était les V2, les boss bombes, qui nous assaillait. Et puis, il savait frapper, hein. C'était comme un vieux bruit de moteur de Ford qui s'arrêtait au-dessus de nos têtes. Alors là, on cessait de parler, se demandant si c'était pas notre tour. Une boss bombe s'est écrasée au centre de la ville,
sur un centre de récréation qu'on appelait à ce moment-là Ensa House. Je me souviens pas ce que c'était de l'armée anglaise. Ensa House, c'était un endroit où les soldats et les gens du civil aussi pouvaient s'amuser. Et puis j'allais justement entrer dans un cinéma français. J'avais congé. J'avais pas vu un film français depuis que j'avais laissé le Canada. Et puis je me suis reprise parce qu'on m'avait congé, on m'a donné congé parce que j'avais une laryngite. Oh, j'ai dit, je peux pas faire ça, la matrone. Je vais rester au soleil. Et j'allais prendre mon premier café filtre, et qui était très beau dans des verres, comme les Belges savent le servir. Et puis, il y a eu un bruit terrible. Ça a été ce bombardement de la maison d'Ensa qui est arrivé. Et quand je suis revenue à moi, là, il y avait des corps, il y avait des blessés qu'on transportait dans des carrosses de bébés, dans tout ce qui avait des roues. Et puis moi, j'ai essayé d'ouvrir ma main pour me lever, pour me courir à l'hôpital. Et puis, je pouvais pas laisser mon verre. Ma main était crispée. Alors, je sais pas combien de temps ça a pris. J'ai repris mes jambes et je suis retournée à l'hôpital. Et là, on a travaillé, inutile de vous dire. On nous a dit qu'il y avait près de 500 blessés qui ont passé à notre hôpital. À la première fois que moi, je suis personnellement venu en contact avec des buffalo, je savais l'existence, je connaissais l'existence. Je n'en avais jamais vu, de facto. C'est lorsqu'on a traversé l'Isère en Hollande pour en aller vers Berlin. C'était des chars blindés, amphibies. Et puis pour nous, c'était vraiment des taxis militaires, des taxis blindés. Et puis on a traversé l'Isère avec ça. On a descendu de ça. On a fait notre avance. Puis des bouts comme Jean-Bus. Ça avait à pied comme les bons soldats d'infanterie. Un point, c'est tout. Et l'autre, il restait dans l'eau. Alors, ça en a servi beaucoup, je crois, le régiment de la Chaudière, surtout dans près des polders en Hollande, où c'était inondé. Alors, ils ont servi abondamment. Le 2 novembre 1944, on vient d'avoir une bonne nouvelle au front. On va s'en aller en repos à Lierre. Depuis la Normandie qu'on se bat, on va avoir un vrai repos. On va pouvoir se laver, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir prendre contact avec le courrier, puis avoir un moment de vraie détente. Mais ça se passe pas comme ça. Nous venons de finir le bled de la Hollande dans l'eau, dans la rue. On est fatigués, les gars sont vraiment à bout. Parce qu'il y a de l'usure. Hein. T'as beau être brave, t'as beau être courageux, mais jour après jour, la boue, la mitraille, tout ça, ils en ont besoin. Les gars ont tout arrangé, le petit pack, tout est réglé. Les gars ont commencé à se faire la barbe. Et puis, tout va bien quand l'estafette arrive pour m'apporter un message pour me dire comment on veut te voir. Ça, c'était le signal. Hein. Il y a une île au bout de la péninsule du Beverland qu'on appelle le Walcheren, l'île de Walcheren. L'île de Walcheren couvre les approches du port d'Anvers. Anvers s'est libéré depuis septembre. On est rendu au 2 novembre. On ne peut pas s'en servir. Puis on en a besoin. On en a besoin parce que tout notre ravitaillement vient par le port de Cherbourg. Les lignes la ligne de communication et de ravitaillement est longue, trop longue. Il faut absolument libérer Anvers. Il devient critique que l'île de Walcheren doit être attaquée. Elle a été bombardée par l'aviation. On a créé une brèche dans les digues. Et ce fut le déluge. Les Hollandais l'acceptèrent avec résignation. La liberté en serait le prix. Les Allemands emmenèrent le bétail vers le refuge de l'île. C'étaient les provisions pour le siège. Alors l'objectif est le suivant, capturer l'île de Walcheren au complet. L'attaque va se faire sur 3 fronts, par les commandos du côté de Westkapelle, du côté de Vlezingen, Flushing, et de l'autre côté par les Canadiens qui devront traverser un pont ou une digue qui a 1000 mètres de long, à peu près 90 pieds de large. Ça, c'est mortel. 1000 mètres de long. Et je commanderai la pointe de cette attaque-là. L'attaque, 4 heures du matin, sous un bombardement d'artillerie épouvantable. Et nos ordres sont les suivants. Vous allez capturer les abords de l'île. Quand vous aurez capturé les abords de l'île, à 6 heures, vous allez être relevé par la 52e division britannique. L'artillerie tombe. L'artillerie tombe à court. Et elle va tomber
sur les Calgary Highlanders qui tiennent la position de départ. On reprend pour rattraper notre barrage. Là, on est trop en arrière. Il faut courir encore sur le pont. On va traverser le cratère. Et là, les Allemands nous entrent un contre-barrage dans le nôtre, de mortier. Le jour commence à se lever et puis on cherche la digue. Et c'est sûr qu'on est énervé. On cherche les digues, on cherche nos objectifs, la digue de droite, la digue de gauche. Les choses qu'on ne savait pas, nous autres, c'est que l'île avait été inondée. Donc, de l'autre côté de ces deux digues-là, il y avait de l'eau. Moi, je m'attendais d'arriver sur une île, il y avait de la terre ferme, mais on voyait de l'eau. Donc, on a continué à courir. Guy avait pris les devants, puis on continuait à courir, jusqu'à temps qu'on arrive à une croisée de chemin. Là, toujours ce contraste terrible qu'on trouve à la guerre, il n'y a plus un son, il n'y a plus d'artillerie, il n'y a plus de mortier, on n'entend plus rien, il n'y a plus un coup de fusil. Plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Alors on s'installe, nous autres, moi je m'échelonne avec mes hommes dans l'eau, le long de la digue, et là on attend les Anglais, parce que les Anglais vont arriver. Mais là, 7 heures passent, 8 heures passent. Et là, on s'en va pas en vacances à Lierre, nous autres en Belgique, là. On est pris, là. Pas de troupes. Personne de nos hommes en arrière nous ont suivis, sauf ce qui me reste. Moi, quand je compte mes hommes, il doit m'en rester à peu près 7 ou 8, ou à peu près, là, à ce moment-là. Et je vois une colonne de troupes qui s'en vient le long de la digue dans ma direction, moi. Ah, peut-être 50 à 60 hommes. J'ai dit, ils s'en viennent. Au lieu de venir par le haut de la digue, ils s'en viennent sur le bord de l'eau. Ce qui était logique. C'est pas ça. C'est une colonne d'Allemands. Je sors mon pistolet, puis j'attends qu'il arrive. Je suis pas capable de tenir mon pistolet, mais je me souviendrai toujours, je serais pas capable de tirer. Il y avait une aune, une fourche de buisson des aunes. J'ai mis mon poignet dans la fourche jaune, pas branlé. Puis je me suis tenu le poignet droit, puis là, bang! Là, on a ouvert le feu dans le tas. Là, ça s'est mis à hurler, puis vous voyez les gars plonger dans les bords, plonger de l'autre. Il y en avait qui étaient touchés, il y en avait qui prenaient couvert. Nous envoyions des estafettes. J'ai envoyé un homme en arrière pour aller chercher un message, pour dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et là, les coups de fusil partent tant du côté des Allemands. De notre côté, nous autres, il n'y en a pas question, on ne les voit pas, les Allemands. Mais ils savent où nous sommes. Donc, ils nous criblent de balles. Et puis, finalement, on a l'ordre d'abandonner notre position et de revenir en arrière. Là, il faut refaire le parcours. 1500 mètres exposés. Alors moi, j'ai ramassé ce qui me restait d'hommes. Mais où ça? Là, on est parti pour repartir à courir, puis on est arrivé à la tête du pont, où il y avait un immense cratère. Les troupes anglaises étaient là, puis ils n'avaient pas été capables d'aller plus loin. Alors, il y avait un officier d'artillerie, je lui ai demandé, donne-moi un barrage de fumée pour me couvrir. Quand ils ont lancé l'écran de fumée, il y a un canister qui est tombé sur la tête d'un des Anglais, puis il a ouvert le crâne. Là. Là, moi, j'ai dit, enough is enough. Let's go. Les gars ont dit, on crisse la camp. Là, ils ont parti. Moi, j'ai regardé, quand tous mes hommes ont été sortis, je suis monté en haut du cratère, puis là, je suis parti à courir. On était criblés de balles. Il y avait un soldat qui courait, un de mes hommes qui courait en avant de moi, Talbot. Je me souviens toujours de son nom, parce que, pour des raisons particulières. Et il y a un canon allemand qui tire encore de l'île de Walcheren. Un gros canon côtier qui essayait d'attraper le pont. Un obus énorme tombe dans l'eau. Et puis, juste sur le bord de la digue et l'eau. Colonne, Talbot est frappé dans les reins, tombe à terre en avant de moi. Je réussis à me rapprocher de lui, puis il dit, je suis pas capable de bouger, je suis paralysé. Je l'ai traîné, je l'ai emmené dans un trou. Fait que j'ai dit, écoute, où t'es frappé? Il dit, dans le dos. Il n'y a pas de sang. Alors, je l'amène dans le trou, puis je l'assois là, puis il n'est plus capable de bouger. Bon. J'ai dit, écoute, calme-toi. On va rester ici. Il y avait un trou, là. On va rester dans le trou des tranchées que les Allemands avaient creusées sur la digue. Alors, j'ai dit, on va attendre de la noirceur. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, puis s'exposer. On va attendre la noirceur. On a dormi, on a mangé un biscuit, on a pris une gorgée d'eau. Puis là, j'ai dit, monte-moi. J'ai levé sa tunique, j'ai regardé dans le dos, puis il y avait un petit shrapnel, un petit éclat d'obus, pas plus gros que mon petit doigt, pointu, qui était piqué entre les vertèbres, dans la colonne vertébrale, ce qui le paralysait probablement, parce qu'il n'était plus capable de faire aucun mouvement, je ne sais pas trop. Moi, je l'arrachais. Apparemment, j'aurais jamais dû faire ça. Il s'est senti soulagé. On a été... En tous les cas, quand on est parti de là-bas, il devait être à peu près dans la noirceur, 9h30, 10h. On s'est envenu tranquillement. Je le traînais d'un côté, il pouvait marcher. On a passé le cratère du centre. Dans la boue, on a remonté.
On est arrivé au bout du pont, puis c'était fini. Nous ne nous rendrons pas, ont-ils affiché. On les y a forcés. La bataille est terminée. 14 000 Allemands prisonniers, 6 000 Canadiens tués. Le 28 novembre, le premier navire de ravitaillement arrivait et pouvait remonter jusqu'à Anvers. Une famille en Belgique, à Turnhout. Et cette famille a su qu'il y avait une Canadienne française à l'hôpital. Alors, ils m'ont envoyé un message en me demandant de les rencontrer. Et puis, après la première visite, ils sont aperçus que j'avais le même âge que leur fille, qui avait été tuée dans un bombardement à Bruxelles 1 mois ou 2 auparavant. Alors, ils ont demandé de m'adopter, comme ça. Et j'avais papa René, maman Marguerite et 9 frères et sœurs, tout comme dans ma famille. Et j'allais chaque jour me retremper dans l'atmosphère familiale. Ça, c'était chez nous. Beaucoup plus qu'en Angleterre, où il n'y avait pas de famille réellement, du moins pas des 9 enfants du coup. Noël sur terre, Noël sur mer, Noël et la guerre. Noël surtout, partout l'on pouvait rassembler des enfants. Dans l'air croquant, dans les jeux, le Canadien revoit son pays, sa neige, ses prairies, ses forêts. Les enfants aussi apportent quelque chose, le souvenir et l'espoir d'une vie où la mort resterait à sa place. Eh bien, on écoutait les nouvelles tous les jours avec Méville Deschênes, tous les midis, tous les soirs, pour avoir des nouvelles de comment l'armée était rendu, ou à quelle place il était rendu. Puis nous, on ne savait pas où il était en Hollande. On espérait qu'il soit quelque part, qu'il soit près d'où les Canadiens, ou les Anglais, ou n'importe quel, mais on ne savait pas où il était. On vivait toujours dans l'inquiétude. C'était au cours de ma 57e et dernière mission. Et puis, ils m'ont frappé. J'ai vu un champ qui semblait propice au-dessus de moi. Mais en arrivant près de terre, je me suis aperçu que c'était assez court et puis il y avait une rangée d'arbres devant. Alors, j'ai essayé de passer par-dessus les arbres, mais j'ai pas réussi. Alors, je me suis aligné entre deux arbres, et puis j'ai passé à travers. Et puis l'atterrissage de l'autre côté était assez dur. Et puis, il y avait de la neige sur le sol. Alors, j'ai glissé assez loin. Alors, je suis parti le long d'un chemin, puis j'ai rencontré un couple à qui je me suis adressé, puis ils parlaient anglais, eux, très bien. Mais ils ne croyaient pas que j'étais un aviateur canadien. Ils m'ont dit, vous pouvez être un Allemand habillé avec un uniforme de Canadien, puis si on vous aide, vous allez nous dénoncer, puis ainsi de suite. Alors, en tout cas, ils ont dit, si vous êtes ce que vous prétendez être, allez-vous-en, cachez-vous dans le bois, là, parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui circulent ici. Alors, j'ai suivi leurs conseils, puis là, j'ai commencé à être pas mal fatigué. Je me suis adossé à un arbre, je me suis endormi, là. Puis je me suis éveillé en entendant quelqu'un qui sifflait. « It's a long way to Tipperary ». La deuxième fois qu'il était porté disparu, c'était un de ses compagnons qui avait écrit pour nous dire qu'il connaissait bien Anatole, qu'il savait comment son avion était descendu et puis qu'il y avait des bonnes chances de revenir à sa base.
Mais ça a pris 3 mois avant d'avoir des nouvelles de lui après ça. Vers le mois de février 1945, puis là, ils ont transféré à un camp de mine de charbon au nord du Japon. La ville principale de là, c'est Sendai. C'est un bord de mer. La ville qu'on je pense que ça s'appelait Onahama. C'était près de... Tout le monde va dire Sendai parce que c'est plus facile à dire. Là, les mines de charbon, c'était l'affaire la plus abominable. Là, c'était probablement la fin du monde pour nous autres. Là, le moral était totalement descendu. Au moins à Tokyo, on avait des rumeurs. On pouvait parler en japonais, avoir un petit... Comment ça allait dans la guerre? Il faut nous dire ça, ici et ça. Puis, pareil que moi, je me souviens me souviens en tant que Roosevelt est mort. Les Japonais, les gars, Roosevelto. C'était tiré. C'est ça qu'ils avaient dit, les autres. Roosevelto. C'était pas vrai, hein? Et dans les journées dans les mines, on commençait, on va des chiffres qui commençaient à 5h moins 10, 1h moins 10 et 9h moins 10. 3 chiffres. Puis là, on marchait, qui était de la mine, qui était à peu près à 1,5 mille d'une souffle, monter dans la côte, pour aller vers la mine. Là, on partait à 5h moins 10. À quelle heure qu'on revenait, pensez-vous? On était chanceux si on revenait à 6h, 7h le soir. OK? Si vous étiez le chiffre du soir, de 9h moins 10, vous arriviez le lendemain matin vers à peu près 10h moins 10. C'est là que c'était le plus pire. Ça, c'est le chiffre le plus salaud pour pas avoir. Parce que le lendemain matin, là, ça peut te dire de coucher. Là, tu t'éteins un petit coucher dans un petit lit après de paille. Tu n'as pas un lit, c'était le plancher. Puis à peu près 20 pouces de large, juste pour mettre les épaules. Dans les mines de charbon, il y avait tout quelqu'un, un Japonais qui mesurait la température. Dans ce qu'on appelle le cold face, quand vous suivez la veine de charbon, là, il faisait à peu près 110 à 120 degrés de chaleur. Là, on embarquait dans la mine, il y en avait qui travaillaient tout nus, d'autres qui mettaient juste un petit G-string pour se soutenir un peu. Là, le corps nous enflait. Par la chaleur, on était tout gros, là. Puis dans le bas de la mine, il n'y avait pas un bon système d'eau pour tirer l'eau. On travaillait dans l'eau jusqu'aux genoux, là. On avait seulement des renichous japonais. Puis il n'y a pas de casque d'acier, les autres. Juste votre lampe avec une casquette japonaise, là, avec votre lampe. Là, vous allez dans la mine, puis vous drillez vos trous avec de l'autre prisonniers. Après 5-6 pieds de creux, puis ils mettaient la dynamite dedans. Sauf qu'il y avait l'expérience là avant nous autres. C'est eux qui mettaient ça dedans, parce qu'on ne connaissait pas ça, nous autres. Ils mettaient ça, puis du sable. Puis là, on avait un autre tunnel. Dans l'autre tunnel, il y avait des trous, des fois. Là, des fois, il faisait 130 là-dedans. C'est épouvantable. L'invasion de la France méridionale avait réduit les effectifs d'Alexander, qui avait quand même rangé ses troupes face à 28 divisions allemandes massées le long de la formidable ligne gothique. Nous étions en train d'attaquer les premiers bastions de la ligne gothique en Italie, précisément le point 131 au nord de Borgo Santa Maria. Alors, il y avait une position très, très forte là, puis on a attaqué, après être passé à travers un champ de mine, on n'a pas attaqué à 6 heures du matin, puis on a fini par maîtriser la position à 5 heures de l'après-midi. Calculer comment est-ce que c'est passé là-dedans. De toute façon, ça a bardé pas mal sérieusement. Et puis à un moment donné, je sortais de déboucher d'un champ de vigne, moi, parce que c'était plein de vignobles partout sur les côtes, hein. Ça aidait pas pantoute. Et puis on arrivait sur le fait. Mais juste au moment où je débouchais du champ de vigne, je tombe dans le lieutenant de la flèche, un de mes commandants de peloton, me lâche un gris, major, attention, dans leur champ de feu. Et puis là arrive une rafale de mitrailleuses, puis en même temps, 5 ou 6 bombes de mortier qui éclatent. Moi, je disparais dans la fumée, la flamme et la poussière. Alors, ceux qui ont été évacués, ils ont dit le major s'est fait tuer. Il a disparu. Alors, Colonel alors a envoyé Vaugeois me remplacer. Pendant ce temps-là, j'étais encore en vie. Et puis, je faisais mon possible, vous savez. Et à un moment donné, il s'amène dans un petit chemin creux qui montait sur la montagne. Puis il me regarde, la bouche ouverte. « T'es pas mort. » « T'es pas mort. » Ben, je regrette, mon vieux de désappointé, mais je suis encore en vie. As-tu des cigarettes? Oui, il y en avait. C'est comme ça que l'affaire s'est passée. Mais j'ai été rapporté mort quand même. Et puis malheureusement, c'est allé chez mes parents. En février 1945,
l'ordre si longtemps attendu de quitter l'Italie est donné. Dans le plus grand secret, les légionnaires canadiens gagnent Livourne, où ils s'embarqueront pour Marseille. Nous avons tout été, nous avons fait le littoral ouest de la France, nous avons fait la libération d'Anvers, de l'Escaut, puis du sud et sud-ouest de la Hollande. Nous avons passé l'hiver en Hollande. Et à l'attaque de l'Allemagne au mois de février, on est parti comme des bons soldats, puis là, on s'est lancé à l'attaque, nous, comme médicaux, et la brigade, comme fantassins. Les Allemands ne devaient pas m'aimer parce que 3 heures à peu près après, j'étais sérieusement blessé par des obus 88 et j'étais évacué pour toujours et à jamais du front. J'ai fait la chaîne d'évacuation jusqu'en Canada. Et je me suis ramassé chez nous, dans ma ville, au mois d'avril. Mais il restait encore des milliers de gens en captivité. Dans l'ouest de la Hollande, que les Canadiens n'avaient pas encore libéré, les Hollandais qui avaient mangé jusqu'aux oignons de tulipes mouraient de faim. Pour le salut de ces gens, un cessez-le-feu fut conclu dans ce secteur du front tenu par les Canadiens. Les canons se turent, les gros avions de transport arrivèrent. Millions de rations furent parachutées et la famine enrayée. Et pendant que l'on ramenait les innocents à la vie, la 4e division canadienne se trouvait maintenant en Allemagne même. Défense de parler aux étrangers. Les Alliés, d'abord saisis, puis accablés, sont pressés de porter secours. Les mauvais traitements ont creusé la chair, rongé l'esprit, miné les corps. Ces hommes étaient vides, tels que les bourreaux les ont voulus. Maintenant, ils sont éblouis. Voici, à ce stage-là, l'Allemagne était à court de troupes. Ils avaient perdu énormément d'hommes sur le front Est, en Russie, et là, bien, ça se battait. Berlin était sur le point de tomber, et ils ont perdu énormément d'hommes, soit tués, blessés ou capturés. Ils avaient combattu en Afrique du Nord, sous Rommel, en Sicile, en Italie, ils ont eu des pertes, là. Alors là, c'était la fin, quasiment. Et puis, ils ont, d'après ce qu'on a pu lire, ils ont été forcés de mobiliser des petits jeunes, 14, 15 ans. On se faisait pitié de voir ça. Et il y avait des vieux troupiers aussi, blessés. Il y avait des Polonais, enfin, toutes sortes de nationalités. Et bon, on voyait que ces petits jeunes-là se rendaient assez facilement. Mais incorporés avec les vieux, les petits jeunes, il y avait quelques bons hommes encore, qui avaient une grande expérience de combat, et ainsi de suite. C'était dur quand même. Les écoles se vident. L'État en est rendu à la grande pitié, à l'Holocauste, à l'immolation totale. Donner sa petite âme, sa joie, son souffle, avec le sourire. Quiconque allumera la torche de la guerre en Europe n'aura pu désirer que le chaos. Adolf Hitler, 1935. Allemagne, 1945. Hitler, cette fois, avait eu raison. En cette année 1945, le chaos règne en Allemagne. Le 4 mai 1945, pendant que les Canadiens maintenaient leur pression, les représentants du haut commandement allemand rencontrèrent le maréchal Montgomery à Lunenburg Heath.
Ce qu'ils venaient négocier, c'était plus qu'un ultimatum, c'était le sort de leur peuple. The German delegation will now sign this paper. Bien, je retournais au régiment de la Chaudière, et puis là, on a su la bonne nouvelle. Enfin, c'était terminé, hein? Terminé sur tous les fronts. Hein? Et les Allemands se rendaient, ainsi de suite. Mais la consigne était la suivante. Soyez prudents. Ben, puis n'allez pas vous endormir, là, puis vous foutre de tout. Soyons prudents. Et là, ils se rendaient, mon Dieu, par milliers dans notre secteur, dans le secteur britannique. On était encore sous le commandement du maréchal Montgomery. Et là, nous avons des Allemands comme patients. Ils sont des prisonniers. Et puis, tout se passe très bien, en ordre. Et puis, ils lisent chaque jour les nouvelles au tableau. Et quand arrive la victoire, ils refusent de croire que c'est arrivé. Alors, mon infirmier, qui était un jeune médecin autrichien, qui parle très bien l'anglais et le français, m'a demandé la permission d'aller leur expliquer que la victoire était réelle. Alors, il s'est fait des grands bruits à gauche et à droite. Un qui a punché l'autre sur le nez, et puis tout de suite, ils sont mis à l'attention, et puis ils sont joints à nous pour un TDM, et puis il n'y a plus d'incidents avant ça. Mais ce groupe-là de prisonniers était remarquable de cette façon qu'il y avait une grande différence d'âge entre les groupes. Il y en avait de très jeunes qui me paraissaient être 16-17 ans, et les Allemands, les plus vieux, étaient peut-être dans la cinquantaine, au moins. Ils étaient tellement fatigués peut-être qu'ils paraissaient plus vieux que leur âge. Alors, les jeunes étaient plutôt arrogants, ne demandaient rien, des visages impassibles, des visages de marbre. Et les vieux, eux, n'avaient plus d'orgueil. Ils avaient tellement faim, ils étaient fatigués, ils allaient à la nourriture presque à pleine main. Et ils nous remerciaient quand il y avait surtout du lait en poudre. Ça, ils en avaient les larmes aux yeux quand on l'a... Ça avait été si longtemps sans en voir. Et ce qui est à remarquer aussi, c'est qu'ils avaient... La propagande avait été si forte chez eux qu'ils ne savaient pas trop ce qui les attendait, surtout au moment des salles d'opération, au moment de s'aligner pour des traitements. Et il y en a qui pleuraient puis qui criaient « Bitte nicht sterben ». Ils étaient tellement sûrs qu'on allait leur couper la gorge ou les poignarder. Alors, ça nous surprenait terriblement. Vers 3 heures d'après-midi, téléphone sonne pour me dire que « Vite, rassemble des hommes, tu vas t'en aller au camp de Headley ». Le camp de Headley, en Angleterre, c'était le camp où on gardait les prisonniers canadiens. Des gars qui s'étaient mêlés les pieds, qui s'étaient enfargés d'un courant d'air, je veux dire, comme mon copain. Et puis qui étaient là, gardés. C'était le jour de la victoire aussi pour eux. Hein, quel que soit le geste malencontreux qu'ils avaient fait. Alors, les gars s'étaient réunis pour célébrer. Bon, ils ont fait ça, eux autres. Ils ont pris une charrette à 4 roues, puis ils l'ont chargée de pierres, puis ils l'ont monté sur le bord de la butte. Puis tous les gars sont mis le long de la barrière. Puis il y a des gars qui ont embarqué sur le devant de la charrette, puis qui ont lâché ça en descendant en direction de la barrière, puis ils ont défoncé. Tout le monde sont sortis. Pauvres gars. Ils ne pouvaient pas se sauver par aller nulle part. Ils étaient à manger avec des coveralls noirs et des lunes rouges dans le dos. Alors moi, ils m'ont envoyé avec une gang d'hommes puis des bâtons. Des bâtons, on n'en avait pas. C'était pas pour aller là avec des fusils. Fait que je suis parti avec une trentaine d'hommes. Puis on dit, nous autres, on ne veut pas se sauver, on veut tout simplement se célébrer. Ils étaient capables de nous avoir une bière à quelque part. Il n'était pas question d'avoir une bière. Ils sont tous rassemblés d'eux-mêmes, puis ils ont tous en rentrant dedans. On referme la barrière, puis c'était fini. Je suis en train de regarder comment le repas du soir se prépare. On est au sud d'Apeldoorn, qui brûle, en Hollande. Et puis on reçoit le cessez-le-feu, officieusement. C'est je crois, le 26 avril, si je me rappelle bien. En même temps, coïncidence heureuse pour moi, ça faisait presque 6 ans que j'étais outre-mer, on avait un système de points.
Alors, quelqu'un en haut lieu s'est aperçu que j'avais depuis longtemps dépassé des points requis pour m'en retourner au Canada. Et ils ont choisi ce moment-là pour venir m'avertir que je m'en retournais au Canada. Alors, j'ai pas questionné l'affaire, j'ai débouclé mon équipement, laissé tomber sur place, et peut-être encore là. J'ai pris mon ravasac, et puis mes cigarettes, puis je suis parti. Chez les civils, on pénètre par milliers dans le cœur des célébrations. Londres, dans l'obscurité depuis 5 ans, oublie jusqu'au souvenir des abris anti-aériens et met le feu aux poudres. Au Canada, c'est le grand congé, la permission du demi-siècle. Le jour de la victoire, il n'y avait rien de particulièrement glorieux pour moi. C'est peut-être paradoxal de dire ça. J'étais content d'être en devoir cette journée-là, de ne pas aller à Londres. Ça ne me tentait pas d'aller à Londres parce que c'était là l'endroit où avait la grande célébration. Il n'y avait pas de victoire vraiment pour moi. Je pense que la guerre m'avait marqué suffisamment à ce moment-là pour réaliser, pour la première fois dans ma vie, qu'à la guerre, nous sommes tous perdants. Ah, la journée de la victoire, c'était quand même magnifique. Il faut dire que, enfin, les gens comme moi, je suis certainement pas la seule, étaient remplis d'espoir. Moi, je voyais une coexistence pacifique entre les deux grandes puissances. Et je voyais que ça allait durer. Et j'ai passé la journée de la victoire dans les rues de Montréal avec un de mes amis qui était un artiste admirable, M. Harrison, Alan Harrison, des très beaux artistes du Québec, et qui a pris d'ailleurs de très jolies photos. Et pour nous, c'était le début d'une existence nouvelle. Et je crois que ça a duré 1 an, ça a duré jusqu'à Hiroshima. Parce qu'après Hiroshima, je savais qu'on n'allait pas gagner la paix. La libération, c'est arrivé exactement quand la guerre a fini, de 14 août 1945. Là, on a eu une rumeur. Puis, d'autres, c'était le 14. Le lendemain, on arrive avec la rumeur. Mais on avait, je vous dis auparavant, des rumeurs, il y en a plus d'un camp de prisonniers de guerre du commencement jusqu'à la fin de la guerre. Enfin, même, c'est encore une autre rumeur qui nous passait par là. J'ai dit, on s'est toujours dit de la journée qu'on arrêtera de travailler, on croira qu'on croira que la guerre est finie. Mais écoute, le 14, le 15, on va travailler, ben, désespoir. On était découragés, le gars. Lui-même, c'était vrai, puis ça persistait. Le 16, on va travailler. Le 17, c'est là que c'est arrivé, là, le 17 au matin. Mais à peu près, ça, c'est arrivé à peu près une demi-heure après ça. L'officier, notre officier qui était avec nous autres, qui était le docteur, capitaine Reed, il était appelé par le commandant du camp. Puis là, c'est lui qui s'est fait dire que la guerre était finie. Il avait dit que, puis je vais vous le dire en anglais, parce que c'est le même qui a été dit. Le camp commandant, il a fait dire ça par l'interprète. Il dit, The Emperor Hirohito stopped the war because of the atomic bomb. C'est le même qui a dit ça. On n'a jamais entendu parler de ça, de la bombe atomique. Là, on l'a cru. Monsieur, c'est la joie. Ainsi, on s'inquiétait beaucoup au Canada de ce qui se passait à Hong Kong, où 4 ans plus tôt, 1500 soldats canadiens avaient été faits prisonniers. Le 1er septembre, les geôliers de Hong Kong cédaient enfin la place aux vainqueurs. Trop tard, hélas, pour 319 Canadiens qui, là même, et dans des camps de travail du Japon, avaient succombé au mauvais traitement. Des centaines d'autres étaient presque mourants. Puis le lendemain matin, on s'est arrivé dans l'après-midi. Il est venu des petits avions, des porte-avions. C'est le SS Lexington, je me souviens, parce que j'ai encore le Lexington. Ils sont venus sur notre camp, ils ont arrivé dans la vallée, et ils ont lâché du pain frais. Et puis même, il avait lâché son paquet de cigarettes. Il m'a quasiment
300-400 pieds d'altitude. Il pense juste entre les montagnes. Puis là, il a lâché son paquet de cigarettes, puis il dit « Tomorrow morning, we'll be back with the B-29 ». Ils nous ont partis le lendemain matin, que le B-29 ça paraît être là à midi. Puis ôtez-vous dans le chemin. Là, ils sont venus avec des B-29. Ils nous ont échappé de la nourriture dans des barils, des gros drums en acier, là, attachés avec des parachutes. Seulement, puis dedans, il y avait de la nourriture, du linge, de la médecine, du chocolat. Il y a beaucoup de ces parachutes-là ils s'ouvraient pas, ou ils cassaient, c'était trop pesant, les drums. Là, vous voyez venir un baril dans l'air, ils s'enlevaient sur nous, on se cachait, on d'un bord de l'autre, on se fait suivre par ce baril-là, nous autres. Et là, il avait écrasé contre la montagne, c'était tout du chocolat là-dedans, j'avais tombé là-dedans. J'avais mangé ça, même le chocolat. C'était des barres de chocolat, tout écrasé, là. On en voulait tellement, tu sais. Il y avait encore 297 000 Canadiens en Europe. Mais la guerre était finie et tous pouvaient enfin envisager le retour au pays. Le pays était matériellement intact et la guerre lui avait été une formidable stimulation. Son commerce et son industrie, bien qu'orientés par l'omniprésent souci militaire, avaient été sollicités au maximum et voyaient maintenant des possibilités illimitées s'ouvrir à leur initiative. Il fallait le faire. Mieux vaut vivre en personne libre, même s'il y a un prix à payer, que de vivre en esclave. Et c'était l'alternative. On avait connu la crise économique, où les gens n'avaient pratiquement pas de droits, où les jeunes n'avaient pas le droit à l'éducation, où la maladie prévalait, les enfants mouraient jeunes, les mères, à cause de la pauvreté qu'il y avait partout. Il ne fallait pas retourner à ces années-là. Et quand le patron disait « the party is over », les gens n'étaient pas prêts à retourner à ces années de misère. Il a fallu se battre, il y a eu beaucoup de grèves, les luttes ont été très, très dures. Le gouvernement Duplessis était ligué avec le patronat et malheureusement avec un certain clergé qui s'en prenait surtout aux femmes dans les grèves. Si je me rappelle, c'était une soirée et je suis arrivée à la gare. Je me suis demandé si je vais le reconnaître, parce que c'était longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais enfin, il est arrivé et je l'ai reconnu très bien. On s'embrassait et puis on part pour chez nous. J'ai réussi enfin de trouver un appartement qu'on doit partager avec une autre de mes amies. C'était une jeune fille française. Et puis c'était sur le rue Saint-Denis. J'ai connu Madame Gray quand je me suis retrouvée toute seule dans un appartement que j'avais partagé avec d'autres amis. Les autres amis sont partis. Et Jeanne Gray et son mari, Sid, que je connaissais à travers les mouvements de jeunesse et des mouvements pour le travail de guerre et pour la victoire de la guerre, eh bien, ils sont venus rester avec moi. Et nous avons cohabité sur la rue Saint-Denis, si je ne me trompe, et ça avait été très agréable. Et c'est là qu'on a retourné après que je lui ai rencontré sur le train. Et puis on s'est regardé et on ne s'est pas commencé. Parce que vraiment, il y avait tant qui a passé comme ça. Et mon mari a insisté, on doit absolument, parce qu'on n'avait pas une lune de miel vraiment quand on était mariés. Alors il veut aller à New York. Ça pour lui c'était le pays qu'il veut visiter. Alors on a pris le train et on est arrivé là-bas, on a pris une chambre dans un hôtel, et on est allé dans les bars, et le dancing, et des choses comme ça. Et pour lui, c'était le luxe, parce que il n'avait pas des oranges auparavant, il n'avait pas des œufs, et il voit qu'ils peuvent avoir les œufs, ils peuvent avoir les oranges, et toutes sortes de choses.
Et on a passé une bonne semaine là-bas. C'était un temps pour se réunir encore. À ce moment-là, j'étais une des infirmières en spécial, avec 2 masques, 2 capuchons et puis un grand sarrau blanc. Et puis, à un moment donné, il nous est arrivé un nouveau médecin, lui aussi enrobé avec un petit masque. Mais lui a enlevé son masque plus tôt, avec les yeux bleus et le beau sourire, et merci en français. Ce qui était ça, il parlait bien le français. Et c'est le commencement de notre idylle. Voyage. Hein? Et je me souviens ça, et elle aussi, parce que de temps en temps, nous allons près de Saint-Olaf. Et là, il y a une grande montagne. Et Gaëtan avait sa sœur avec elle ce temps. Puis, nous avons monté la montagne et j'ai dit, voulez-vous me marier? À 10 heures du soir. Oui. Sur la montagne. Sur la montagne. J'étais tellement gelée que j'ai dit oui tout de suite. Comme j'ai déjà 3 fils, je vois peut-être d'un différent œil maintenant les expériences que nous avons vécues, parce que j'aimerais bien savoir qu'ils sont protégés puis qu'il ne leur arriverait pas ce que moi j'ai vu arriver à ces jeunes hommes qui ont eu la vie bien écoutée. Et puis, ben, j'ai fait un très beau voyage, je pense de 7 à 8 jours à bord, très bien traité, à bord du bateau hôpital. Et puis, ben, naturellement, il y avait cette anxiété terrible qui nous paye graduellement au fur et à mesure qu'on allait revoir le Canada. On dormait plus, on parlait plus, on mangeait plus, on avait hâte, on avait hâte d'arriver. Il y avait un brouillard assez épais avant de rentrer dans le port. Alors on cherchait à travers la brume, tout le monde cherchait la terre. C'est peut-être le moment le plus émouvant de ma vie, ou de ma vie, oui, je dis bien de toute ma vie, pas de la guerre, de toute ma vie. Parce que il allait se passer une chose, là, c'était le retour au pays. Bon, alors on est tout le monde rassemblé, il y a des gars qui sont installés dans les chaloupes de sauvetage, qui sont partout, qui sont penchés par-dessus bord, grimpés dans les cordages, grimpés sur les ponts, et puis on est là, puis qu'on cherche dans la brume pour avoir le premier coup d'œil du pays natal. Et tout à coup, la sirène du navire. C'est le silence, hein? La sirène. On approche, on se penche davantage, on regarde, personne ne parle. Puis tout à coup, à travers la brume, on voit Port d'Halifax, on voit les premières terres. On a passé l'île au sable, on approche du port. Il n'y a pas un son. Il n'y a pas un son. C'est émouvant au superlatif parce que c'est cette transition terrible qui se produit dans le cœur d'un soldat qui a accepté de donner sa vie. C'est sûr et certain que personne d'entre nous autres voulait mourir. Non, personne ne veut mourir. Mais on accepte la mort comme faisant partie du kit. Hein? Ce qui veut dire que dans le fond de ton cœur, tu acceptes de ne pas revenir. Même tu te prépares à ne pas le revoir. Mais là, il est là. Ton pays, ton Canada, va revoir ma tante Irma, mon père, ma mère, mes frères. Au moins, le message, c'est au moins d'accepter peut-être plus que ce qu'on nous donne dans la vie.
de la digue et l'autre. Colonne, Talbot est frappé, dans les reins, tombe à terre, en avant de moi. Je réussis à me rapprocher de lui, puis il dit, je suis pas capable de bouger, je suis paralysé. Je l'ai traîné, je l'ai emmené dans un trou. Fait que j'ai dit, écoute, où t'es frappé? Il dit, dans le dos. Il n'y a pas de sang. Alors, je l'amène dans le trou, puis je l'assois là, puis il n'est plus capable de bouger. Bon. J'ai dit, écoute, calme-toi. On va rester ici. Il y avait un trou, là. On va rester dans le trou des tranchées que les Allemands avaient creusées sur la digue. Alors, j'ai dit, on va attendre de la noirceur. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, là, puis s'exposer. On va attendre la noirceur. On a dormi, on a mangé un biscuit, on a pris une gorgée d'eau. Puis là, j'ai dit, monte-moi. J'ai levé sa tunique, j'ai regardé dans le dos, puis il y avait un petit shrapnel, un petit éclat d'obus, pas plus gros que mon petit doigt, pointu, qui était piqué entre les vertèbres, dans la colonne vertébrale, ce qui le paralysait probablement parce qu'il n'était plus capable de faire aucun mouvement. Je ne sais pas trop. Moi, je l'arrachais. Apparemment, j'aurais jamais dû faire ça. Il s'est senti soulagé. On a été... en tous les cas, quand on est parti de là-bas, il devait être à peu près dans la noirceur, 9h30, 10h. On s'est envenu tranquillement. Je le traînais d'un côté, il pouvait marcher. On a passé le cratère du centre. Dans la boue, on a remonté. Puis on est arrivé au bout du pont, puis c'était fini. Nous ne nous rendrons pas, ont-ils affiché. On les y a forcés. La bataille est terminée. 14 000 Allemands prisonniers, 6 000 Canadiens tués. Le 28 novembre, le premier navire de ravitaillement arrivait et pouvait remonter jusqu'à Anvers. Une famille en Belgique, à Turnhout. Et cette famille a su qu'il y avait une Canadienne française à l'hôpital. Alors, ils m'ont envoyé un message en me demandant de les rencontrer. Et puis, après la première visite, ils sont aperçus que j'avais le même âge que leur fille, qui avait été tuée dans un bombardement à Bruxelles 1 mois ou 2 auparavant. Alors, ils ont demandé de m'adopter, comme ça. Et j'avais papa René, maman Marguerite et 9 frères et sœurs, tout comme dans ma famille. Et j'allais chaque jour me retremper dans l'atmosphère familiale. Ça, c'était chez nous. Beaucoup plus qu'en Angleterre, où il n'y avait pas de famille réellement, du moins pas des 9 enfants du coup. Un brillant anti-aérien et met le feu aux poudres. Au Canada, c'est le grand congé, la permission du demi-siècle. Le jour de la victoire, il n'y avait rien de particulièrement glorieux pour moi. C'est peut-être paradoxal de dire ça. J'étais content d'être en devoir cette journée-là, de ne pas aller à Londres. Ça ne me tentait pas d'aller à Londres parce que c'était là l'endroit où avait la grande célébration. Il n'y avait pas de victoire vraiment pour moi. Je pense que la guerre m'avait marqué suffisamment à ce moment-là pour réaliser, pour la première fois dans ma vie, qu'à la guerre, nous sommes tous perdants. Ah, la journée de la victoire, c'était quand même magnifique. Il faut dire que, enfin, les gens comme moi, je suis certainement pas la seule, étaient remplis d'espoir. Moi, je voyais une coexistence pacifique entre les deux grandes puissances. Et je voyais que ça allait durer. Et j'ai passé la journée de la victoire dans les rues de Montréal avec un de mes amis qui était un artiste admirable, M. Harrison, Alan Harrison, un des très beaux artistes du Québec, et qui a pris d'ailleurs de très jolies photos. Et pour nous, c'était le début d'une existence nouvelle. Et je crois que ça a duré 1 an, ça a duré jusqu'à Hiroshima. Parce qu'après Hiroshima, je savais qu'on n'allait pas gagner la paix. La libération, c'est arrivé exactement quand la guerre a fini, de 14 août 1945, là, on a eu une rumeur. Puis, nous autres, c'était le 14.
Le lendemain, on arrive avec des rumeurs. Mais on avait, je vous dis auparavant, des rumeurs, il y en a plus dans les camps de prisonniers de guerre du commencement jusqu'à la fin de la guerre. Même, c'est encore une autre rumeur qui nous passait par là. J'ai dit, on s'est toujours dit de la journée qu'on arrêtera de travailler, on croira qu'on croira que la guerre est finie. Un coup de 14, le 15, on va travailler, ben, désespoir. On était découragés, le gars. Lui-même, c'était vrai, puis ça persistait. Le 16, on va travailler. Le 17, hop, c'est là que c'est arrivé, là, le 17 au matin. Mais à peu près, ça, c'est arrivé à peu près une demi-heure après ça. L'officier, notre officier qui était avec nous autres, qui était le docteur, capitaine Reed, il était appelé par le commandant du camp. Puis là, c'est lui qui s'est fait dire que la guerre était finie. Il avait dit que, puis je vais vous le dire en anglais, parce que c'est le même qui a été dit. Le camp commandant, il a fait dire ça par l'interprète. Il dit, The Emperor to stop the war. Puis il y a des gars qui ont embarqué sur le devant de la charrette, puis t'ont lâché sans descendant en direction de la barrière, puis ils ont défoncé. Tout le monde sont sortis. Pauvre gars. Il pouvait pas se sauver par aller nulle part. Il était à manger avec des coveralls noirs et des lunes rouges dans le dos. Alors moi, ils m'ont envoyé avec une gang d'hommes pour... puis des bâtons. Des bâtons, on n'en avait pas. C'était pas pour aller là avec des fusils. Fait que je suis parti avec une trentaine d'hommes. Puis on dit, nous autres, on veut pas se sauver, on veut tout simplement se célébrer. Ils étaient capables de nous avoir une bière à quelque part. Il n'était pas question d'avoir une bière. Fait qu'ils se sont tous rassemblés d'eux-mêmes, puis ils ont tous en rentrant dedans. On referme la barrière, puis ça a été fini. Je suis en train de regarder comment le repas du soir se prépare. On est au sud d'Apeldoorn, qui brûle, en Hollande. Et puis on reçoit le cessez-le-feu, officieusement. C'est je crois, le 26 avril, si je me rappelle bien. En même temps, coïncidence heureuse pour moi, ça faisait presque 6 ans que j'étais outre-mer, on avait un système de points. Alors quelqu'un, en haut lieu, s'est aperçu que j'avais depuis longtemps dépassé des points requis pour me retourner au Canada. Et ils ont choisi ce moment-là pour venir m'avertir que je m'en retournais au Canada. Alors, j'ai pas questionné l'affaire, j'ai débouclé mon équipement, laissé tomber sur place, et peut-être encore là. J'ai pris mon ravasac, et puis mes cigarettes, puis je suis parti. Chez les civils, on pénètre par milliers dans le cœur des célébrations. Londres, dans l'obscurité depuis 5 ans, oublie jusqu'au souvenir des abris anti-aériens et met le feu aux poudres. Au Canada, c'est le grand congé, la permission du demi-siècle. Le jour de la victoire, il n'y avait rien de particulièrement glorieux pour moi. C'est peut-être paradoxal de dire ça. J'étais content d'être en devoir cette journée-là, de ne pas aller à Londres. Ça ne me tentait pas d'aller à Londres parce que c'était là l'endroit où avait la grande célébration. Il n'y avait pas de victoire vraiment pour moi. Je pense que la guerre m'avait marqué suffisamment à ce moment-là pour réaliser, pour la première fois dans ma vie, qu'à la guerre, nous sommes tous perdants. Ah, la journée de la victoire, c'était quand même magnifique. Il faut dire que, enfin, les gens comme moi, je suis certainement pas la seule, étaient remplis d'espoir. Moi, je voyais une coexistence pacifique entre les deux grandes puissances. Et je voyais que ça allait durer. Et j'ai passé la journée de la victoire dans les rues de Montréal avec un de mes amis qui était un artiste admirable. Noël sur terre, Noël sur mer, Noël et la guerre. Noël surtout, partout l'on pouvait rassembler des enfants. Dans l'air croquant, dans les jeux, le Canadien revoit son pays, sa neige, ses prairies, ses forêts. Les enfants aussi apportent quelque chose, le souvenir et l'espoir d'une vie où la mort resterait à sa place. Eh bien, on écoutait les nouvelles tous les jours avec Méville Deschênes.
tous les midis, tous les soirs, pour avoir des nouvelles de comment l'armée était rendue ou à quelle place il était rendu. Puis nous, on ne savait pas où il était en Hollande. On espérait qu'il soit quelque part, qu'il soit près d'où les Canadiens ou les Anglais ou n'importe quel, mais on ne savait pas où il était. On vivait toujours dans l'inquiétude. C'était au cours de ma 57e et dernière mission. Et puis, ils m'ont frappé. J'ai vu un champ qui semblait propice au-dessus de moi. Mais en arrivant près de terre, je me suis aperçu que c'était assez court et puis il y avait une rangée d'arbres devant. Alors j'ai essayé de passer par-dessus les arbres, mais j'ai pas réussi. Alors je me suis aligné entre deux arbres et puis j'ai passé à travers. Et puis l'atterrissage de l'autre côté était assez dur. Et puis il y avait de la neige sur le sol. Alors j'ai glissé assez loin. Alors je suis parti le long d'un chemin, puis j'ai rencontré un couple à qui je me suis adressé, puis ils parlaient anglais très bien. Mais ils ne croyaient pas que j'étais un aviateur canadien. Ils m'ont dit, vous pouvez être un Allemand habillé avec un uniforme de Canadien, puis si on vous aide, vous allez nous dénoncer, puis ainsi de suite. Alors, en tout cas, ils ont dit, si vous êtes ce que vous prétendez être, allez-vous-en, cachez-vous dans le bois, là, parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui circulent ici. Alors, j'ai suivi leur conseil, puis là, j'ai commencé à être pas mal fatigué. Je me suis adossé à un arbre, je me suis endormi, là. Puis je me suis éveillé en entendant quelqu'un qui sifflait. « It's a long way to Tipperary ». La deuxième fois qu'il était... Pistolet, je me souviendrai toujours, je ne serais pas capable de tirer. Il y avait une aune, une fourche de buisson des aunes. J'ai mis mon poignet dans la fourche jaune, pas branlé. Puis je me suis tenu le poignet droit, puis là, bang! Là, on a ouvert le feu dans le tas. Là, ça s'est mis à hurler, puis vous voyez les gars plonger dans les bords, plonger de l'autre. Il y en avait qui étaient couchés, il y en avait qui prenaient couvert. Nous envoyions des estafettes. J'ai envoyé un homme en arrière pour aller chercher un message, pour dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et là, les coups de fusil partent tant du côté des Allemands. De notre côté, nous autres, il n'y en a pas question, on ne les voit pas, les Allemands. Mais ils savent où nous sommes. Donc, ils nous criblent de balles. Et puis finalement, on a l'ordre d'abandonner notre position et de revenir en arrière. Là, il faut refaire le parcours. 1500 mètres exposés. Alors moi, j'ai ramassé ce qui me restait d'or. Mais où ça? Là, on est parti pour repartir à courir, puis on est arrivé à la tête du pont, où il y avait un immense cratère. Les troupes anglaises étaient là, puis ils n'avaient pas été capables d'aller plus loin. Alors, il y avait un officier d'artillerie, je lui ai demandé, donne-moi un barrage de fumée pour me couvrir. Quand ils ont lancé l'écran de fumée, il y a un canister qui est tombé sur la tête d'un des Anglais, puis ils ont ouvert le crâne. Là. Hey, là, moi, j'ai dit, enough is enough. Let's go. Les gars ont dit, on crisse la camp. Là, ils ont parti. Moi, j'ai regardé, quand tous mes hommes ont été sortis, je suis monté en haut du cratère, puis là, je suis parti à courir. On était criblés de balles. Il y avait un soldat qui courait, un de mes hommes qui courait en avant de moi, Talbot. Je me souviens toujours de son nom, parce que, pour des raisons particulières. Et il y a un canon allemand qui tire encore de l'île de Walcheren. Un gros canon Crotty qui essayait d'attraper le pont. Un obus énorme tombe dans l'eau. Et puis, juste sur le bord de la digue et l'eau. Colonne, Talbot est frappé dans les reins, tombe à terre en avant de moi. Je réussis à me rapprocher de lui, puis il dit, je suis pas capable de bouger, je suis paralysé. Je l'ai traîné, je l'ai emmené dans un trou. Fait que j'ai dit, écoute, où t'es frappé? Il dit, dans le dos. Il n'y a pas de sang. Alors, je l'amène dans le trou, puis je l'assois là, puis il n'est plus capable de bouger. Bon. J'ai dit, écoute, calme-toi. On va rester ici. Il y avait un trou, là. On va rester dans le trou des tranchées que les Allemands avaient creusées sur la digue. Alors, j'ai dit, on va attendre de la noirceur. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, puis s'exposer. On va attendre la noirceur. On a dormi, on a mangé un biscuit, on a pris une gorgée d'eau. Puis là, j'ai dit, monte-moi. J'ai levé sa tunique, j'ai regardé dans le dos. Puis il y avait un petit shrapnel, un petit éclat d'obus, pas plus gros que mon petit doigt, pointu, qui était piqué entre les vertèbres, dans la colonne vertébrale, ce qui le paralysait probablement parce qu'il n'était plus capable de faire aucun mouvement. Je ne sais pas trop. Moi, je l'arrachais. Apparemment, j'aurais jamais dû faire ça. Il s'est senti soulagé. On a été,
En tous les cas, quand on est parti de là-bas, il devait... Mais même le chocolat, tous des barres à chocolat, tout écrasé, là. Parce qu'on en voulait tellement, tu sais. Il y avait encore 297 000 Canadiens en Europe. Mais la guerre était finie et tous pouvaient enfin envisager le retour au pays. Le pays était matériellement intact et la guerre lui avait été une formidable stimulation. Son commerce et son industrie, bien qu'orientés par l'omniprésent souci militaire, avaient été sollicités au maximum et voyaient maintenant des possibilités illimitées s'ouvrir à leur initiative. Il fallait le faire. Mieux vaut vivre en personne libre, même s'il y a un prix à payer, que de vivre en esclave. Et c'était l'alternative. On avait connu la crise économique où les gens n'avaient pratiquement pas de droits, où les jeunes n'avaient pas le droit à l'éducation, où la maladie prévalait, les enfants mouraient jeunes, les mères, à cause de la pauvreté qu'il y avait partout. Il ne fallait pas retourner à ces années-là. Et quand le patron disait « the party is over », les gens n'étaient pas prêts à retourner à ces années de misère. Il a fallu se battre, il y a eu beaucoup de grèves, les luttes ont été très, très dures. Le gouvernement Duplessis était ligué avec le patronat et malheureusement avec un certain clergé qui s'en prenait surtout aux femmes dans les grèves. Si je me rappelle, c'était une soirée et je suis arrivée à la gare. Et je me suis demandé si je vais le reconnaître, parce que c'était longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais enfin, il est arrivé et je l'ai reconnu très bien. On s'embrassait et puis on part pour chez nous. J'ai réussi enfin de trouver un appartement qu'on doit partager avec une autre de mes amies. C'était une jeune fille française. Et puis c'était sur le rue Saint-Denis. J'ai connu Madame Gray quand je me suis retrouvée toute seule dans un appartement que j'avais partagé avec d'autres amis. Les autres amis sont partis. Et Jeanne Gray et son mari, Sid, que je connaissais à travers les mouvements de jeunesse et des mouvements pour le travail de guerre et pour la victoire de la guerre, eh bien, ils sont venus rester avec moi. Et nous avons cohabité sur la rue Saint-Denis. Il a fallu se battre, il y a eu beaucoup de grèves. Les luttes ont été très, très dures. Le gouvernement Duplessis était ligué avec le patronat et malheureusement avec un certain clergé qui s'en prenait surtout aux femmes dans les grèves. Si je me rappelle, c'était une soirée et je suis arrivée à la gare. Et je me suis demandé si je vais le reconnaître, parce que c'était longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais enfin, il est arrivé et je l'ai reconnu très bien. On s'embrassait et puis on part pour chez nous. J'ai réussi enfin de trouver un appartement qu'on doit partager avec une autre de mes amies. C'était une jeune fille française. Et puis c'était sur le rue Saint-Denis. J'ai connu Madame Gray quand je me suis retrouvée toute seule dans un appartement que j'avais partagé avec d'autres amis. Les autres amis sont partis. Et Jeanne Gray et son mari, Sid, que je connaissais à travers les mouvements de jeunesse et des mouvements pour le travail de guerre et pour la victoire de la guerre, eh bien, ils sont venus rester avec moi. Et nous avons cohabité sur la rue Saint-Denis, si je ne me trompe, et ça avait été très agréable. Et c'est là qu'on a retourné après que je lui ai rencontré sur le train. Et puis on s'est regardé et on ne s'est pas commencé. Parce que vraiment, il y avait tant qui a passé comme ça. Et mon mari a insisté, on doit absolument, parce qu'on n'avait pas une lune de miel vraiment avant quand on était mariés.
Alors, il veut aller à New York. Ça, pour lui, c'était le pays qu'il veut visiter. Alors, on a pris le train et on est arrivé là-bas. On a pris une chambre dans un hôtel. Et on est allé dans les bars et le dancing et des choses comme ça. Et pour lui, c'était le luxe parce que il n'avait pas des oranges auparavant, il n'avait pas des œufs. Et il voit qu'ils peuvent avoir les œufs, ils peuvent avoir les oranges et toutes sortes de choses. Et on a passé une bonne semaine là-bas. C'était un temps pour se réunir encore. À ce moment-là, j'étais une des infirmières en spécial, avec 2 masques, 2 capuchons et puis un grand sarrau blanc. Et puis, à un moment donné, il nous est arrivé un nouveau médecin. Alors, mon infirmier, qui était un jeune médecin autrichien, qui parle très bien l'anglais et le français, m'a demandé la permission d'aller leur expliquer que la victoire était réelle. Alors, il s'est fait des grands bruits à gauche et à droite, un qui a punché l'autre sur le nez, et puis tout de suite, ils se sont mis à l'attention. Et puis, ils sont joints à nous pour un Tédéum, et puis il n'y a plus d'incidents avant ça. Mais ce groupe-là de prisonniers était remarquable de cette façon qu'il y avait une grande différence d'âge entre les groupes. Il y en avait de très jeunes qui me paraissaient être 16-17 ans, et les Allemands, les plus vieux, étaient peut-être dans la 50aine, au moins. Ils étaient tellement fatigués peut-être qu'ils paraissaient plus vieux que leur âge. Alors, les jeunes étaient plutôt arrogants, ne demandaient rien, des visages impassibles, des visages de marbre. Et les vieux, eux, n'avaient plus d'orgueil. Ils avaient tellement faim, ils étaient fatigués, ils allaient à la nourriture presque à pleine main. Et ils nous remerciaient quand il y avait surtout du lait en poudre. Ça, ils en avaient les larmes aux yeux quand on l'a... Ça avait été si longtemps sans en voir. Et ce qui est à remarquer aussi, c'est qu'ils avaient, la propagande avait été si forte chez eux qu'ils ne savaient pas trop ce qui les attendait, surtout au moment des salles d'opération, au moment de s'aligner pour des traitements. Et il y en a qui pleuraient puis qui criaient « Bitte nicht sterben ». Ils étaient tellement sûrs qu'on allait leur couper la gorge ou les poignarder. Alors ça nous surprenait terriblement. Vers 3 heures de l'après-midi, téléphone sonne pour me dire que « Vite, rassemble des hommes, tu vas t'en aller au camp de Headley ». Le camp de Headley, en Angleterre, c'était le camp où on gardait les prisonniers canadiens. Des gars qui s'étaient mêlés les pieds, qui s'étaient enfargés d'un courant d'air, je veux dire, comme mon copain, et puis qui étaient là, gardés. C'était le jour de la victoire aussi pour eux. Quel que soit le geste malencontreux qu'ils avaient fait. Alors, les gars s'étaient réunis pour célébrer. Alors, ils ont fait ça, eux autres. Ils ont pris une charrette à 4 roues, puis ils l'ont chargée de pierres, puis ils l'ont montée sur le bord de la butte. Puis tous les gars sont mis le long de la barrière. Puis il y a des gars qui ont embarqué sur le devant de la charrette, puis ils ont lâché ça en descendant en direction de la barrière, puis ils ont défoncé. Tout le monde sont sortis. Pauvres gars. Ils ne pouvaient pas se sauver, puis aller nulle part. Ils étaient à manger avec des coveralls noirs et des lunes rouges dans le dos. Alors moi, ils m'ont envoyé avec une gang d'hommes puis des bâtons. Des bâtons, on n'en avait pas. C'était pas pour aller là avec des fusils. Fait que je suis parti avec une 30aine d'hommes. Puis on dit, nous autres, on veut pas se sauver, on veut tout simplement se célébrer. Ils étaient capables de nous avoir une bière à quelque part. C'était pas question. Plutôt, avec les yeux bleus et le beau sourire, et merci en français. Ce qui était ça, il parlait bien le français. Et c'est le commencement de notre idylle. Voyage. Hein? Et je me souviens ça, et elle aussi, parce que de temps en temps, nous allons près de Saint-Olaf. Et là, il y a une grande montagne. Et Gaëtan avait sa sœur avec elle ce temps. Puis, nous avons monté la montagne et j'ai dit, voulez-vous me marier? À 10 heures du soir. Oui. Sur la montagne. Sur la montagne.
J'étais tellement gelée que j'ai dit oui tout de suite. Comme j'ai déjà 3 fils, je vois peut-être d'un différent œil maintenant les expériences que nous avons vécues, parce que j'aimerais bien savoir qu'ils sont protégés puis qu'il ne leur arrivera pas ce que moi j'ai vu arriver à ces jeunes hommes qui ont eu la vie bien écoutée. Et puis, ben, j'ai fait un très beau voyage, je pense de 7 à 8 jours à bord, très bien traité, à bord du bateau hôpital. Et puis, ben, naturellement, il y avait cette anxiété terrible qui nous paye graduellement au fur et à mesure qu'on allait revoir le Canada. On dormait plus, on parlait plus, on mangeait plus, on avait hâte, on avait hâte d'arriver. Il y avait un brouillard assez épais avant de rentrer dans le port. Alors on cherchait à travers la brume, tout le monde cherchait la terre. C'est peut-être le moment le plus émouvant de ma vie, ou de ma vie, oui, je dis bien de toute ma vie, pas de la guerre, de toute ma vie. Parce que il allait se passer une chose, là, c'était le retour au pays. Bon, alors on est tout le monde rassemblé. Il y a des gars qui sont installés dans les chaloupes de sauvetage, qui sont partout, qui sont penchés par-dessus bord, grimpés dans les cordages, grimpés sur les ponts. Et puis on est là, puis qu'on cherche dans la brume pour avoir le premier coup d'œil du pays natal. Et tout à coup, la sirène du navire. C'est le silence, hein? La sirène. On approche, on se penche davantage, on regarde, personne ne parle. Puis tout à coup, à travers la brume, on voit Port d'Halifax, on voit les premières terres. On a passé l'île au sable, on approche du port. Le 16, on va travailler. Le 17, c'est là que c'est arrivé, là, le 17 au matin. Mais à peu près, ça, c'est arrivé à peu près une demi-heure après ça. L'officier, notre officier qui était avec nous autres, qui était le docteur, capitaine Dale Reed, il était appelé par le commandant du camp. Puis là, c'est lui qui s'est fait dire que la guerre était finie. Il avait dit que... Puis je vais vous le dire en anglais, parce que c'est le même qui a été dit. Le camp commandant, il a fait dire ça par l'interprète. Il dit « The Emperor to stop the war because of the atomic bomb ». C'est le même qui dit ça. On n'a jamais entendu parler de ça, de la bombe atomique. Là, on l'a cru. Monsieur, c'est la joie. Ainsi, on s'inquiétait beaucoup au Canada de ce qui se passait à Hong Kong, où 4 ans plus tôt, 1500 soldats canadiens avaient été faits prisonniers. Le 1er septembre, les geôliers de Hong Kong cédaient enfin la place aux vainqueurs. Trop tard, hélas, pour 319 Canadiens qui, là même, et dans des camps de travail du Japon, avaient succombé au mauvais traitement. Des centaines d'autres étaient presque mourants. Puis le lendemain matin, on s'est arrivé dans l'après-midi. Il est venu des petits avions, des porte-avions. Méchamment, c'est le SS Lexington, je me souviens, parce que j'ai encore le Lexington. Ils sont venus au-dessus de notre camp, ils ont arrivé dans la vallée, et ils ont lâché du pain frais. Et puis même, il avait lâché son paquet de cigarettes. Il venait quasiment 300-400 pieds d'altitude. Il pensait juste entre les montagnes. Puis là, il avait lâché son paquet de cigarettes, puis il dit « Tomorrow morning, we'll be back with the B-29 ». Ils sont partis le lendemain matin, que le B-29 ça paraît être là à midi. Puis où étiez-vous dans le chemin? Là, ils sont venus avec des B-29. Ils nous ont échappé de la nourriture dans des barils, des gros drums en acier, là, attachés avec des parachutes. Seulement, puis dedans, il y avait de la nourriture, de la médecine, du chocolat. Il y avait beaucoup de ces parachutes-là ils s'ouvraient pas, ou ils cassaient, c'était trop pesant, les drums. Là, vous voyez venir un baril dans l'air, ils s'en venaient sur nous, on se cachait, on d'un bord et d'autre, on se fait dessus par ce baril-là, nous autres. Et là, il avait écrasé contre la montagne, c'était tout du chocolat là-dedans, j'avais tombé là-dedans, moi. J'avais mangé ça, même le chocolat, c'était des barres de chocolat, tout écrasé, là. On en voulait tellement, tu sais. Il y avait encore 297 000 Canadiens en Europe. Mais la guerre était finie et tous pouvaient enfin envisager le retour au pays.
réduit les effectifs d'Alexander, qui avait quand même rangé ses troupes face à 28 divisions allemandes massées le long de la formidable ligne gothique. Nous étions en train d'attaquer les premiers bastions de la ligne gothique en Italie, précisément le point 131 au nord de Borgo Santa Maria. Alors, il y avait une position très, très forte là, pour on a attaqué, après être passé à travers un champ de mine, on n'a pas attaqué à 6 heures du matin, puis on a fini par maîtriser la position à 5 heures de l'après-midi. Calculer comment est-ce que c'est passé là-dedans. De toute façon, ça a bardé pas mal sérieusement. Et puis, à un moment donné, je sortais de déboucher d'un champ de vigne, moi, parce que c'était plein de vignobles partout sur les côtes, hein. Ça aidait pas pantoute. Et puis, on arrivait sur le fait. Mais juste au moment où je débouchais du champ de vigne, je tombe dans le lieutenant de la flèche, un de mes commandants de peloton, me lâche un gris, major, attention, vous êtes dans leur champ de feu. Et puis là arrive une rafale de mitrailleuses, puis en même temps, 5 ou 6 bombes de mortier qui éclatent. Moi, je disparais dans la fumée, la flamme et la poussière. Alors, ceux qui ont été évacués, ils ont dit le major s'est fait tuer. Il a disparu. Alors, le colonel alors a envoyé Vaugeois me remplacer. Pendant ce temps-là, j'étais encore en vie. Et puis, je faisais mon possible, vous savez. Et à un moment donné, il s'amène dans un petit chemin creux qui montait sur la montagne. Puis il me regarde, la bouche ouverte. « T'es pas mort. » « T'es pas mort. » Ben, je regrette, mon vieux de désappointé, mais je suis encore en vie. As-tu des cigarettes? Oui, il y en avait. C'est comme ça que l'affaire s'est passée. Mais j'ai été rapporté mort quand même. Et puis malheureusement, c'est allé chez mes parents. En février 1945, l'ordre si longtemps attendu de quitter l'Italie est donné. Dans le plus grand secret, les légionnaires canadiens gagnent Livourne, où ils s'embarqueront pour Marseille. Nous avons tout été, nous avons fait le littoral ouest de la France, nous avons fait la libération d'Anvers, de l'Escaut, puis du sud et sud-ouest de la Hollande. Nous avons passé l'hiver en Hollande. Et à l'attaque de l'Allemagne au mois de février, on est parti comme des bons soldats, puis là, on s'est lancé à l'attaque, nous, comme médicaux, et la brigade, comme fantassins. Les Allemands ne devaient pas m'aimer parce que 3 heures à peu près après, j'étais sérieusement blessé par des obus 88 et j'étais évacué pour toujours et à jamais du front. J'ai fait la chaîne d'évacuation jusqu'en Canada. Et je me suis ramassé chez nous. Le jour de la victoire, il n'y avait rien de particulièrement glorieux pour moi. C'est peut-être paradoxal de dire ça. J'étais content d'être en devoir cette journée-là, de ne pas aller à Londres. Ça ne me tentait pas d'aller à Londres parce que c'était là l'endroit où avait la grande célébration. Il n'y avait pas de victoire vraiment pour moi. Je pense que la guerre m'avait marqué suffisamment à ce moment-là pour réaliser, pour la première fois dans ma vie, qu'à la guerre, nous sommes tous perdants. Ah, la journée de la victoire, c'était quand même magnifique. Il faut dire que, enfin, les gens comme moi, je suis certainement pas la seule, étaient remplis d'espoir. Moi, je voyais une coexistence pacifique entre les deux grandes puissances. Et je voyais que ça allait durer. Et j'ai passé la journée de la victoire dans les rues de Montréal avec un de mes amis qui était un artiste admirable, M. Harrison, Alan Harrison, des très beaux artistes du Québec, et qui a pris d'ailleurs de très jolies photos. Et pour nous, c'était le début d'une existence nouvelle. Et je crois que ça a duré 1 an, ça a duré jusqu'à Hiroshima. Parce qu'après Hiroshima, je savais qu'on n'allait pas gagner la paix. La libération, c'est arrivé exactement quand la guerre a fini, de 14 août 1945. Là, on a eu une rumeur. Puis, nous autres, c'était le 14. Le lendemain, on arrive avec la rumeur. Mais on avait, je vous dis auparavant, des rumeurs, il y en a plus d'un camp de prisonniers de guerre du commencement jusqu'à la fin de la guerre. Même, c'est encore une autre rumeur qui nous passait par là.
Puis on s'est toujours dit de la journée qu'on arrêtera de travailler, on croira qu'on croira que la guerre est finie. Un coup de 14, le 15, on va travailler, ben, 16, on était découragé, le gars. Lui-même, c'était vrai, puis ça persistait. Le 16, on va travailler. Le 17, c'est là que c'est arrivé, là, le 17 au matin. Mais à peu près, ça, c'est arrivé à peu près une demi-heure après ça. L'officier, notre officier qui était avec nous autres, qui était le docteur, capitaine Reed, il était appelé par le commandant du camp. Puis là, c'est lui qui s'est fait dire que la guerre était finie. Il avait dit que, puis je vais vous le dire en anglais, parce que c'est le même qui a été dit. Le camp commandant, il a fait dire ça par l'interprète. Il dit, The Emperor Hirohito stop the war because of the atomic bomb. C'est le même qui a dit ça. On n'a jamais entendu parler de ça, de la bombe atomique. Là, on l'a cru. Monsieur, c'est la joie